En revisionnant nos émissions jeunesse, je suis toujours stupéfaite par le nombre de jokes adultes qui se retrouvent dans les shows pour enfants. À chaque fois, je me demande, mais pourquoi? Comment des producteurs spécialisés en contenu jeunesse trouvent moral d'y insérer des jokes 3X? Hey, you saved our lives, dear. Thank you, thank you, thank you. Me semble que tes fantasmes, tu devrais juste pas les ramener au travail, non? Par principe, pour les enfants qui t'écoutent, qui idolâtrent leurs émissions jeunesse, c'est vraiment important. On grandit avec nos personnages favoris, donc ils devraient avoir une certaine éthique par rapport à ça, du fait que c'est tellement important dans leur développement et comment on a laissé tolérer des choses comme on va voir à l'instant. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je travaillais fort sur un YouTube documentary que vous allez voir bientôt. J'en parlerai pas plus longtemps, mais ça a un peu rapport avec Ariana. Un petit peu. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui avec un dossier qui m'intriguait depuis un long moment. En fait, on va parler du passé sombre de Ariana Grande sur les plateaux de Nickelodeon. Je suis tombée sur des extraits qui m'ont sidérée et j'en revenais pas qu'on avait fait interpréter des choses comme ça à cette jeune fille-là à l'époque qui avait 14-15 ans. Mais cette problématique-là, de l'abus des enfants, de profiter de la vulnérabilité des enfants, de la naïveté des enfants sur un plateau pour que les producteurs arrivent à leur fin, ça date pas d'hier. En fait, depuis la nuit des temps à Hollywood, on profite des jeunes enfants dans des buts très mesquins, exécrables, sexuels. Prenons l'exemple de Shirley Temple qui, à l'âge de 3 ans dans Baby Burlesque, interprétait une danseuse... Quoi? Donc, de placer un jeune bébé dans une position d'adulte, sexualiser un bébé de 3 ans, il faut le faire. Et à l'époque, c'était quelque chose de considéré normal et d'accepter. Profiter de l'innocence des jeunes, des acteurs, des auditeurs, ça peut aller jusqu'à demander des photos de pieds aux adeptes d'une émission dans le but de se rapprocher de leur personnage favori. Ça, on l'a vu avec l'émission Sam & Cat, dans laquelle Ariana Grande jouait, personnifiait un personnage, le personnage de Cat Valentine. Je vais vous en parler dans les minutes qui suivent. Vous allez voir que c'est spécial. En tout cas, ce que je juge le plus triste là-dedans, pour moi, c'est que quand t'es enfant, tu vas pas penser que des photos de pieds, ça peut avoir une connotation sexuelle. Qu'on abuse des enfants, de leur naïveté, de leur innocence, vraiment. Une petite gorgée parce que ce qui s'en vient, c'est pas drôle. Quand on étudie l'univers de Nickelodeon, on réalise qu'il y avait une corrélation assez weird. Bienvenue dans l'univers fétichiste de Nickelodeon. Up next on Nickelodeon, uncomfortably hot 18-year-old girls. Avant de débuter, laissez-moi vous introduire Dan Schneider, qui sera indirectement un protagoniste très important dans cette affaire. Dan est connu pour ses multiples shows à succès sur Nickelodeon. All That, Drake and Josh, Ce que j'aime chez toi, Zoey 101, iCarly. Mais aujourd'hui, on se base principalement sur Sam & Cat et Victorious, série où on a pu connaître la comédienne Ariana Grande. Où d'ailleurs, elle a fait ses tout débuts de carrière, ça a été sur les plateaux de Nickelodeon. Donc c'est assez spécial de se dire qu'elle est rendue une des plus grandes stars mondiales à ce jour, mais qu'elle a commencé dans un sitcom. Je tiens aussi à souligner le fait qu'on va parler du Amanda Show aussi, qui a été dirigé par Dan Schneider également, dans ses débuts de producteur. Et il y a vraiment des événements traumatiques qui ont eu l'air
d'être arrivé sur ce plateau-là. Ce qu'on observe dans les séries de Dan Schneider, c'est principalement la présence de pieds dans la plupart des épisodes, là, dans n'importe quelle émission là, que je viens d'énumérer. Souvent, c'est juste nowhere, puis on se demande, mais pourquoi il y a ça dans l'émission? Qu'est-ce que ça apporte? Et le fétichisme est quelque chose de réel. En fait, en psychanalyse, on dit du fétichisme que c'est la perversion sexuelle, généralement masculine, dans laquelle l'apparition et la satisfaction des désirs sexuels sont conditionnés par la vue ou le contact d'un objet ou d'une partie du corps. Dans ce cas-ci, les pieds. En fait, pour un fétichiste, le simple fait de caresser, lécher, sentir un pied, ça vient vraiment stimuler son désir sexuel. Et le fétichisme existe depuis les temps ancestraux. En fait, dans le Kama Sutra indien datant du 6e siècle, on faisait déjà des pratiques sexuelles centrées sur les pieds. Donc, vous voyez que c'est très réel et j'ai rien contre, tu sais, je veux dire, c'est bien correct, tout le monde a ses plaisir, ses préférences sexuelles, mais moi je pensais pas que c'était à ce point-là que vraiment tu peux avoir ton désir sexuel juste avec un pied. Mais quand tu dis que ça existe, après quand on étudie tout le passé de Nickelodeon, les corrélations sont weird en maudit. Puis dans les pires extraits qu'on a pu voir à Nickelodeon, malheureusement, puis vraiment aujourd'hui je vais vous présenter les extraits, mais je me sens vraiment mal de montrer ça parce que je peux pas concevoir comment Ariana Grande se sent vis-à-vis ces extraits-là. Ça sonne vraiment porno, littéralement, puis YouTube pourrait penser que je publie du porno, mais c'était à ce point-là, puis c'était dans une émission jeunesse. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out. C'est quoi le but de demander à une jeune fille de se rentrer le pied dans la bouche? Vraiment? Et avant de visualiser d'autres extraits, laissez-moi vous présenter le personnage qu'a incarné Ariana Grande, Kat Valentine. My name's Kat. Kat Valentine ou Kat Valentine, I don't know how to pronounce it. C'est un personnage assez weird. Contrairement aux autres, elle n'évolue pas et elle demeure très childish, j'irais dire jusqu'à pas très vite. Il n'y a pas vraiment de justification auquel pourquoi le personnage agit comme ça, puis des fois c'est juste comme ok. Why'd you just throw your drink in the trash? Because I wasn't thirsty. But you bought forget it. Et Kat Valentine a les cheveux rouges à la demande du producteur. My hair color has nothing to do with my psychological problem. Puis si vraiment c'est pour aller avec le stéréotype de la santé mentale, pas fort. Et d'ailleurs, c'était vraiment un enfer pour Ariana parce qu'elle devait se teindre les cheveux à chaque semaine, ses cheveux étaient finis. Et plus les saisons avancent, plus Kat devient enfantine, plus sa voix même devient de plus en plus bébé. It's ta-da. Ta-da! Why are you tap dancing? Because I'm auditioning for a new musical and I have to tap dance. Ah. Hey, people are talking to Robbie. That's so weird. Oh, it's so gross how he's always hitting on every girl. Quand on en vient à prendre connaissance des idées perverses que semblait avoir Nickelodeon, on se demande si c'était pas fait par exprès. Disons que c'est un peu plus facile de faire passer des idées, des jokes à double sens avec un personnage un peu naïf. Est-ce que c'est par fantaisie que le producteur voulait que ce personnage-là soit comme ça, voyant quel genre de scénario et de mise en contexte il lui faisait faire? Personnellement, quand je pense par exemple à Totally Spies, je me dis ça date pas d'hier qu'on va faire des personnages comme ça pour peut-être faire passer des petites fantaisies. Et ce qui me trouble encore plus, c'est qu'on insiste beaucoup dans la série pour dire à quel point c'est elle qui est la plus enfant. Elle serait encore vierge, donc on prend la connotation de vegan pour vierge et taco pour... En tout cas, je vous présente l'extrait. Our pristine little friend Kat has never had a taco. Are you a vegan? Have you ever had a crispy corn shell? Yeah, and then they can turn off the lasers and we can get out of here. You'd have to be pretty skinny to slide under that laser beam and not hit it. So which one of us is the flattest?
Donc on voit vraiment que la production veut nous faire voir que c'est vraiment un enfant. Mais par les scénarios, on voit tout de même que cette jeune fille-là est très éveillée d'une autre manière. My throat is my instrument. I'm a throat player. Doesn't count. And it sounds kind of gross. Faut savoir aussi que l'extrait que vous avez vu du pied, ça provient de la petite série Cat Random Thought. Donc, Cat dévoile à la caméra des questions qu'elle a. En fait, des questions que l'humanité ne s'est jamais posées. C'est vraiment des questions perverses. Donc, on voit très bien que la production a voulu voir cette jeune fille-là de 15-16 ans prononcer ces obscénités-là. Parce que, me semble, moi, je serais productrice d'une émission jeunesse, puis je veux que mon character pose des questions que l'humanité ne s'est jamais posées. Je poserais des questions cool, éducatives. So now, just for fun, I'm gonna say 3 sentences that I bet not one person has ever said before. La jeune actrice est assise sur son lit, sa petite chambre d'enfant, avec, bon, ça commence, elle a un objet vert allongé dans la main. Pourquoi? Oh man, my uvula got stuck between that hamster's toes. See? That could never happen, because your uvula is that swingy thing in the back of your throat right here. Ce qui me dégoûte encore plus, c'est qu'on prend l'innocence du personnage pour faire une action qui rappelle clairement à autre chose. I'm soaking wet! Quick, somebody bring me the ocean! No one would ever say that. Honnêtement, je me demande vraiment si Ariana ressentait le malaise de réciter ces répliques-là. Je pense à moi quand j'avais cet âge-là. Jamais j'aurais pensé qu'un producteur aurait pu avoir une idée perverse envers moi, tu sais. Et ça, c'est les pires extraits, les amis. Vraiment, c'est le pire. Ça rappelle vraiment à des positions, à des circonstances pornographiques. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? Mais moi, ce qui me trouble, c'est que on vient ajouter au dialogue pour une adolescente. I'm thirsty! This has been me in a video! Come on! Give up the juice! Donc, vous voyez dans quel genre de contexte on plaçait Ariana Grande alias Cat Valentine. Mais dans cette émission-là, des blagues de sexe, des jokes mal placés, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, il y a une blague que j'ai écoutée que j'étais comme, ok, référence à la culture du viol, pour vrai. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Come on, let's just go, it'll be fun. No. Why not? Because I didn't shower this morning and I had tuna fish for lunch and On parle de douche, de poisson, ok, là, on force une fille à faire quelque chose qu'elle veut pas, en blague, sitcom, non, c'est juste non. No, no, no! Wow, never heard that from a girl before. Le clip des saucisses. You want to get slapped with a sausage? Sure! Dans quel contexte, toi, tu veux te faire slapper par une saucisse, genre, mettons, une saucisse à deuil? Je vous présente à l'instant une des pires scènes quant aux références sexuelles. Ça, c'est une scène où les deux jeunes se font punir de quelque chose et regardez comment... J'en peux plus. Je suis vraiment tannée. Salut. Sans oublier toutes les scènes de pieds. Nickelodeon was trash. Et ce n'est pas pour rien que ce producteur-là a été renvoyé sans explication. Il a reçu un deal de 7 millions de dollars. Donc, je pense que ça a été plus un genre de, voilà, quitte-nous, 7 millions de dollars, on ferme nos gueules et c'est clos. Mais ce qui est le plus triste là-dedans, c'est qu'il semble avoir beaucoup d'enfants stars qui ont vécu des traumatismes
à même ces plateaux de tournage-là. Donc, c'est à se questionner à savoir est-ce que l'abus se faisait seulement devant la caméra, par le biais des dialogues, des scènes, ou il y avait de l'abus en arrière de la caméra aussi. I worked with an incredibly emotionally abusive producer. Like, I mean, even talking about it now, my face gets hot thinking of it. Ça date pas d'hier que des producteurs, des réalisateurs à Hollywood prennent avantage des enfants dans une situation de vulnérabilité parce que quel enfant ne rêverait pas de jouer dans un film? L'industrie d'Hollywood a vraiment échoué lorsqu'il était question de protéger les jeunes acteurs. Croyez-le ou non, elle permet même la réhabilitation des criminels sexuels à même les plateaux de tournage des enfants. Par exemple, en 1988, Victor Salva, le directeur de Clown House, a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Sa victime était Nathan Forrest Winters, un acteur de 12 ans. Après 15 mois de prison, Salva est retourné dans le fauteuil du réalisateur, travaillant avec Disney sur le film L'Enfant du tonnerre. John Kricfalusi, le créateur de Ren and Stimpy, est toujours soi-disant reconnu comme un pionnier de l'animation malgré certains antécédents d'harcèlement sexuel. Apparemment, c'était un secret dans l'industrie que cet homme voyait des jeunes filles mineures à Hollywood. Des cas comme ça, il y en a eu. Mais un cas m'intéresse plus particulièrement parce qu'il implique le principal concerné, Dan Schneider. Brian Peck est le partenaire d'affaires de Dan Schneider. En 2002, ils débutent ensemble un camp en fait pour jeunes pour trouver de nouveaux talents chez Nickelodeon. Les jeunes pouvaient participer à des cours d'acting et les activités piscine qui, selon une source anonyme, te donnaient plus de chances d'avoir un rôle si tu participais. So what would happen is that your parents would send you to sort of like this camp. They would push you to do pool activities because they said that's where you have the highest chance of getting discovered. Now, what was the age range of the people that went to these at these camps? The age ranges, the ones that I was familiar with, are ages 13 to 22. Et on s'entend, t'as 13-14 ans, tu fais partie de ces camps-là, tout ce que tu veux, c'est obtenir un rôle, tu vas te mettre en maillot, si c'est la nécessité. Ce qui est le plus troublant dans cette affaire, c'est que Brian Peck, le partenaire de Dan Schneider, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur un mineur en 2004. Ces crimes se seraient produits sur le plateau de tournage du Amanda Show et certaines personnes pensent que la victime aurait pu être Amanda Bynes. Et il faut dire aussi que le Amanda Show, c'était dans les années 90-2000. Le mouvement MeToo était loin d'être implanté. Ce genre de choses-là se faisait encore plus. Ça paraît qu'elle a vécu des choses terribles. Ce qui est le plus dégueulasse, vous êtes même pas prêts à ce que je vais vous dire. Après avoir fait sa peine de 16 mois de prison, Brian Peck est réengagé sur La vie de palace de Zack et Cody. C'est donc de dire que les pédophiles s'entraînent ensemble pour ne pas perdre leur fonction. Il faut se rappeler que les enfants ne peuvent pas se défendre facilement et souvent ignorent ce qui leur arrive directement. Nathan Forrest Winters, l'enfant acteur maltraité par Salva, a été blacklisté d'Hollywood lorsqu'il a révélé ce qui lui est arrivé. La victime de Brian Peck, craignant des représailles, s'est battue pour conserver son anonymat. Les enfants victimes d'abus n'ont pas non plus les capacités de compréhension et de communication nécessaires pour reconnaître qu'ils ont été victimisés. Aussi, les producteurs développent avec le temps des grandes relations de confiance avec les jeunes acteurs. Il est donc difficile en tant qu'enfant de se défendre contre un mentor prédateur qui a, pendant toutes ces années, bâti cette relation de confiance-là avec l'enfant. You gotta think it's 6-7-year-old. Fall down, skin their knee, they go running to the adult that they trust and feel most comfortable with, and that's who Victor was to me.
Aussi, les acteurs peuvent avoir peur des représailles sur leur carrière. Comme je disais, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble, tout le monde se protège, donc la peur des représailles, la peur des poursuites, des montants d'argent qui peuvent être liés à ça, font en sorte que beaucoup d'acteurs préfèrent ne rien dire. Cependant, certaines personnes ont le besoin de mentionner qu'ils ont des traumas vis-à-vis ces hommes, vis-à-vis ces circonstances-là abominables. Janet McCurdy en fait partie. Janet qu'on a pu voir dans iCarly et dans Sam & Cat. Elle s'est souvent exprimée publiquement sur les réseaux sociaux par rapport au trauma qu'elle a vécu avec le producteur Dan Schneider. Sans réellement dire ce qu'elle a vécu, on peut quand même comprendre qu'il y a des choses qui ont été faites qui sont vraiment imprégnées dans sa mémoire et qui l'ont traumatisée au point où elle a quitté l'acting et elle regrette même ses années de jeune actrice sur les plateaux de Nickelodeon. Voici des vines qu'elle a postées dans le temps qu'elle travaillait activement sur les plateaux de Nickelodeon. On sait pas trop c'est quoi l'affaire, mais on voit qu'il y a vraiment un message qu'elle veut nous faire passer. Dan Schneider, I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Vine. Vine. Look what you've done to me. Working on a sitcom. Bruce. It's just because I'm anemic. Yeah. En 2014, Janet McCurdy a boycotté le Kids' Choice Award en publiant sur Twitter qu'elle n'y assisterait pas vu comment Nickelodeon l'a traitée. Paraîtrait-il qu'elle aurait demandé à Ariana de faire comme elle, mais celle-ci a décidé d'y aller quand même. Et suite à ça, les deux actrices se sont unfollow et Sam & Cat n'a jamais été renouvelé. Alors que Janet semble avoir eu une relation traumatisante avec le producteur et que d'autres actrices aussi se sont prononcées sur la situation, Ariana, elle, semble tout à fait épargnée émotionnellement de Dan Schneider, même qu'elle semble avoir conservé une très belle relation avec lui, ou du moins, elle ne semble pas avoir regretté quoi que ce soit. La question que beaucoup d'internautes se posent, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'Ariana a conservé une aussi belle relation avec ce producteur? Je vais vous dévoiler quelques théories du web et j'aimerais ça dans les commentaires que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez vous. I want to thank Nickelodeon and Dan Schneider. Premièrement, je vais souligner le fait que selon TMZ, Ariana gagnait davantage que Janet sur le plateau de Sam & Cat. C'est une rumeur. Faut dire aussi qu'à l'époque, Ariana avait une notoriété qui était vraiment en expansion. Elle commençait vraiment à devenir big. Peut-être que Janet, un peu plus dans l'ombre, aurait vécu davantage de situations disgracieuses. Mais j'ai de la misère à penser qu'Ariana regarde ces épisodes-là de Victorious aujourd'hui et qu'elle est bien avec ça. Peut-être qu'à l'époque, elle avait jamais réalisé ça, que c'était wrong, donc elle est peut-être pas traumatisée de l'expérience non plus. Ariana a probablement assisté au Kids' Choice Award parce que c'était un tournant très important dans sa carrière et elle prend le temps de remercier Dan probablement par gratitude pour sa carrière exponentielle à ce moment-là. Peut-être qu'elle est juste pas à l'aise non plus de s'exprimer sur ce qu'elle a vécu. Des fois, dans une situation de trauma, c'est juste plus facile de tout oublier. Il y a vraiment une théorie que les fans ont apportée, j'ai trouvé ça super intelligent. Peut-être qu'elle aurait développé envers le producteur un genre de syndrome de Stockholm. En fait, le syndrome de Stockholm, on le décrit comme étant un mécanisme psychologique qui se traduit par un lien d'attachement, voire d'amour de la part d'une victime via son agresseur. À la fin de Sam & Cat, elle tweet ceci: I want to thank Nickelodeon for making a childhood dream of mine come true. Donc, c'est peut-être un mix de beaucoup de choses qui fait en sorte qu'elle aime beaucoup Dan Schneider. Comme mentionné, elle a pu réaliser son rêve d'enfance grâce à lui, donc peut-être qu'il y a une importance bien particulière dans son cœur. Sinon, apparemment qu'Ariana déteste parler de son personnage de Cat Valentine et plusieurs fans trouvent ça weird parce que c'est quand même ça qui a été le fondement de sa carrière.
Elle dit que c'est parce que les gens aimaient tellement son personnage que à la fin, elle a eu de la difficulté à se reconstruire en tant qu'elle-même, son identité personnelle. Mais certaines personnes pensent que ce serait plutôt en réponse au trauma qu'elle a vécu. Elle préfère juste plus en parler de cet épisode de sa vie. Et il y a une théorie tellement intéressante, honnêtement. Sur les plateaux de Schneider, les jeunes actrices avaient toujours les cheveux lousses, détachés, jamais des couettes hautes en tout cas. Et quel est le style d'Ariana aujourd'hui? Une couette haute, une ponytail, elle l'a jamais enlevée, elle a toujours eu, c'est sa marque de commerce. Et il y a certaines personnes qui trouvent ça particulier, comme si c'était vraiment pour se dissocier de son personnage Kat Valentine, parce que c'est vrai, on n'a jamais vu Ariana les cheveux lousses. Et ça fait déjà 10 ans de Victorious et tout, et elle conserve sa ponytail. Est-ce que c'est vraiment pour se dissocier du personnage parce qu'elle est tannée d'en parler, ou c'est plutôt une réponse au trauma qu'elle a vécu, une coupure de son style d'avant, que là, elle veut plus jamais se rappeler de cette période de vie-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec Janet? Qu'est-ce qui s'est passé avec Amanda? Pourquoi Ariana semble épargnée? C'est toutes des choses, on n'aura jamais les réponses. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et oublie pas de t'abonner parce que moi, ça m'aide beaucoup. Ça va m'encourager à faire encore plus de vidéos. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et j'ai très hâte de vous revoir. Bye!